On l'appelait l'âge des pillards. Des guerriers sans peur, voguant sur des mers glacées à la poursuite de la gloire et du butin. C'est l'histoire que vous connaissez, celle gravée dans la culture populaire, celle racontée dans les films et les séries. Mais derrière les mythes des casques à cornes et des salles dorées se cachait une vérité bien plus sombre. Une vérité écrite non pas dans les sagas de triomphe, mais dans la souffrance silencieuse des femmes. Oubliez la version hollywoodienne des vierges guerrières, fières et armées aux côtés des hommes. Le vrai monde viking n'était pas conçu pour que les femmes brillent. Il était conçu pour les briser. La vie d'une femme était une négociation permanente, un fragile équilibre entre survie, soumission et tradition qui transformait la cruauté en coutume. Et quand cet équilibre s'effondrait, les punitions arrivaient. Rapides, brutales, humiliantes, tellement brutales que la mort semblait parfois être une délivrance. Ce soir, nous plongeons dans cet univers caché, les histoires oubliées des femmes vikings. Et à la fin, vous ne verrez plus jamais une saga de la même manière. Commençons là où débute l'histoire de la plupart des femmes, le mariage. Sur le papier, les femmes vikings avaient plus de droits que beaucoup de leurs contemporaines médiévales. Elles pouvaient posséder des terres, hériter de richesses, même divorcer de leur mari. Ça paraît progressiste, n'est-ce pas? Mais le papier ment, car le mariage n'était pas de l'amour. Le mariage, c'était du commerce. Les filles étaient des monnaies d'échange. Père et frère les utilisaient comme devises pour sceller des alliances. La dot n'était pas un cadeau, c'était un contrat, enchaînant deux familles comme du fer. Imaginez, une jeune fille, à peine adolescente, à qui l'on annonce que son avenir est déjà décidé. Pas par amour, pas par choix, mais par des chiffres écrits dans un accord entre hommes. Pour sa famille, elle n'était pas une fille. Elle était un investissement. Oui, techniquement, le divorce existait. Une femme pouvait quitter son mari, mais à quel prix? Partir signifiait tout perdre. Sa maison, ses enfants, son statut dans la société. Un seul choix, et elle était dépouillée de son identité, marquée comme une honte, écrasée par le poids d'une humiliation qui la suivrait comme une malédiction. La liberté? Une illusion, une porte qui ne s'ouvrait que sur la ruine. Mais pire encore que le divorce étaient les mariages que les femmes n'avaient jamais voulu. Imaginez, un chef puissant veut plus de terre, plus d'influence. Au lieu de négocier, il utilise sa fille comme outil. Elle est offerte comme du bétail à un clan rival. Ses larmes ne comptent pas. Sa voix vaut moins que le silence. Les sagas elles-mêmes décrivent des mariés sanglotants le jour de leurs noces, tandis que leur famille levait des coupes de bière, célébrant la victoire. Des mariages romantiques chez les Vikings? Non, c'étaient des fusions politiques, scellées par des mains tremblantes et des larmes. Et une fois mariés, le supplice ne faisait que commencer. Le lit nuptial portait ses propres horreurs. La loi viking traitait la virginité d'une femme comme une propriété. Si un mari découvrait que sa femme n'était pas pure, il pouvait annuler le mariage. Mais ce n'était pas tout. Il pouvait humilier sa famille publiquement, déshonorer leur nom, détruire leur réputation. Certaines sagas décrivent même des femmes inspectées avant le mariage. Un rituel grotesque où l'intime devenait un procès public. Le message était clair. Sa valeur n'était pas dans son esprit, pas dans son âme, mais enfermée dans son corps, un corps surveillé, jugé, possédé par les hommes. Maintenant, imaginez être cette femme. Vous avez 14, peut-être 15 ans. Votre père vous annonce que demain, vous serez marié. Pas à un homme que vous aimez, pas même à un homme que vous connaissez, mais à un étranger 2 fois plus âgé, choisi pour la taille de son armée ou l'étendue de ses terres. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez même pas de voix. Et le jour venu, vous ne marchez pas vers l'autel comme une épouse, mais comme une offrande. Vos larmes tachent l'autel. Mais personne ne s'arrête. Parce que dans le monde viking, votre douleur n'était pas une tragédie. C'était une tradition. Et même après avoir été lié à cet homme, le danger ne disparaissait pas. Chaque erreur pouvait vous détruire. Parler trop fort, humiliation. Ne pas plaire, punition. L'honneur de votre mari devenait votre prison. Votre corps devenait sa preuve de pouvoir. Ce n'était pas un mariage. C'était une captivité, déguisée en cérémonie. Et pourtant, ce n'était que le début. Car si le mariage était une cage, les punitions réservées à celles qui sortaient de ligne étaient des cages de feu. Dans le monde viking, une simple accusation pouvait effacer votre vie. Pas par l'épée, pas par le pillage, mais par la terre, par les flammes et par le silence. Et c'est là que nous allons maintenant. Le mariage était déjà une cage. Mais dans la société viking, en sortir amenait des punitions si terrifiantes que la mort paraissait douce. Une accusation, un simple murmure, et toute une vie s'effondrait. En Islande viking, l'adultère n'était pas seulement une trahison. C'était de la sorcellerie. C'était du chaos. Une tache sur l'honneur, impossible à laver. Les archives judiciaires montrent que les femmes accusées d'adultère étaient souvent marquées d'un mot lourd de sens. Fornique. Un terme flou, à la frontière entre adultère et sorcière.
Ce n'était pas une insulte. C'était une condamnation. Une fois marquée, elle n'était pas seulement répudiée, pas seulement dépouillée de ses biens. Elle était effacée. Exil, famine ou exécution. Certaines étaient enterrées vivantes. Imaginez un instant votre propre communauté creusant une fosse, vous y jetant, puis vous recouvrant de terre jusqu'à ce que votre poitrine s'écrase. Vos cris étouffés sous le sol. D'autres étaient brûlés vives, leurs corps devenant flammes, leurs hurlements engloutis par la fumée, tandis que les voisins regardaient. Une erreur, ou même une simple rumeur, et votre vie s'achevait dans un spectacle destiné à rappeler à toutes les femmes. Mais l'adultère n'était pas le seul danger. Il existait quelque chose que les hommes vikings craignaient encore plus. Les femmes dotées de pouvoir. Les femmes qui pratiquaient le cerf, une forme de magie liée à la prophétie et au destin, étaient à la fois respectées et redoutées. Les rois les consultaient pour obtenir des conseils. Les paysans les suppliaient pour des bénédictions. Mais leur pouvoir avait un prix. Si la récolte échouait, si les tempêtes détruisaient les navires, si le malheur frappait, la faute retombait sur la voyante. Et la punition était brutale. Les preuves archéologiques révèlent que des femmes accusées de sorcellerie furent lapidées à mort. Leurs corps mutilés, des clous enfoncés dans leurs crânes et leurs os. Une tentative grotesque de clouer leurs esprits au sol, pour s'assurer qu'ils ne puissent jamais se relever. Imaginez vivre dans un monde où votre don, votre sagesse, votre voix spirituelle, faisaient de vous à la fois une prophétesse et une proie. Un jour loué comme oracle, le lendemain exécuté comme sorcière. Les procès n'avaient rien à voir avec la justice. Ils servaient à humilier. Une femme accusée d'adultère ou de sorcellerie pouvait être ligotée, enchaînée et traînée en public. Toute la communauté se rassemblait. Enfants, anciens, famille. Son sort n'était pas décidé par des preuves, mais par le spectacle. L'une des méthodes était l'épreuve de l'eau. On la jetait dans une rivière ou un marécage. Si elle coulait, elle était innocente, mais morte de toute façon. Si elle flottait, cela prouvait sa culpabilité. Et elle était aussitôt retirée de l'eau pour être noyée ou brûlée. Félicitations. Procès terminé. Mais peut-être pire que la mort existait la punition appelée Eniac aigu. Ce n'était pas un coup physique. C'était une mort sociale. Une femme accusée de sorcellerie, d'adultère, ou simplement d'avoir été déshonorante, pouvait être marquée comme ningre. Une personne sans honneur. Dès que ce mot vous touchait, il se répandait comme le feu. Les voisins refusaient de vous parler. La famille vous abandonnait. Les marchands refusaient d'échanger avec vous. Et dans un monde où la survie dépendait de la communauté, être rejeté était souvent plus mortel que la hache. Beaucoup de femmes erraient dans la nature, mourant de faim seules. D'autres mettaient fin à leur jour, incapables de supporter le silence qui les suivait partout. Et voici la cruauté suprême. Ce n'était pas seulement la femme qui souffrait. Ses filles, ses sœurs, même sa mère pouvait être rejetée. Une seule accusation détruisait des foyers entiers de femmes. Le monde viking ne se contentait pas de punir. Il mettait en scène la punition. Les exécutions se déroulaient comme au théâtre. La communauté se rassemblait comme pour un festin. Les enfants regardaient des femmes attachées au poteau. Les voisins acclamaient quand les flammes s'élevaient. Chaque cri, chaque larme faisait partie de la leçon. La leçon, la désobéissance, c'est la mort. Pour les hommes, les sagas célébraient des morts glorieuses au combat. Mais pour les femmes, la mort était humiliation. Aucun honneur, aucun chant, seulement le silence. Pause, ton plus sombre. Le mariage avait été une prison. L'adultère, une sentence de mort. La sorcellerie, une malédiction. Et pourtant, les horreurs pour les femmes ne s'arrêtaient pas là. Car lorsque les Vikings partaient en guerre, ce n'était pas seulement des terres étrangères qu'ils conquéraient. C'étaient les corps des femmes. Les sagas se vantaient des batailles. Des épées qui s'entrechoquent, des hommes qui chargent, des guerriers festoyant dans la victoire. Mais elles omettaient un détail. Derrière chaque raid, derrière chaque conquête, il y avait les cris des femmes. Car pour elles, la guerre n'était pas une question d'honneur. C'était une question de chaîne. Vous connaissez les histoires. Des femmes farouches en armure. Des guerrières boucliers aux côtés des hommes. Des héroïnes à part entière. Mais les historiens s'accordent. Celles-ci étaient surtout des mythes. Des exceptions, pas la règle. La réalité, les femmes n'étaient pas célébrées comme guerrières. Elles étaient des butins. Et lorsque les navires vikings accostaient sur des rivages étrangers, les femmes étaient souvent les premières victimes. Les chroniques rédigées par des moines anglo-saxons et irlandais décrivent ce qui se passait lorsque les pillards vikings envahissaient des villages. Les flammes dévoraient les maisons. L'acier abattait les défenseurs. Et les femmes, elles étaient arrachées à leur famille, liées, enchaînées, chargées sur les navires comme de simples sacs de grains. Mais ces femmes n'étaient pas prises seulement pour le travail. Elles étaient prises pour leur corps. Les captives étaient forcées à la concubinage. Un mot qui masque la réalité. L'esclavage sexuel. Certaines étaient marquées au fer rouge, comme du bétail. D'autres étaient battues jusqu'à la soumission, utilisées jusqu'à ce que leur corps cède.
Et quand leurs ravisseurs s'enlaçaient, elles étaient vendues, échangées, rejetées. Et il ne s'agissait pas seulement de femmes étrangères. Au sein même de la société viking, l'esclavage prospérait. Ces femmes étaient appelées thralls, la plus basse des classes. Les sans-noms. Une thrall n'avait aucun droit, aucune voix dans la loi, aucune dignité. Elle pouvait être violée, battue ou vendue au gré de son maître. Ses enfants, ils n'étaient pas des héritiers. Ils n'étaient pas libres. Ils naissaient esclaves, perpétuant le cycle. Des générations enchaînées par les crimes des hommes. La cruauté ne s'arrêtait pas à la capture. Les mères et les enfants étaient délibérément séparés. Des récits rapportent des femmes arrachées à leurs bébés, emmenées sur les navires tandis que les nourrissons mouraient abandonnés au sol. D'autres fois, les enfants étaient vendus séparément. Un fils à un maître, une fille à un autre. Des familles brisées à jamais. Et le plus glaçant, parfois, les enfants étaient tués sur place, assassinés sous les yeux de leur mère pour prévenir toute vengeance future. L'amour maternel transformé en arme contre elles. Au sein de leur propre communauté, les femmes esclaves restaient des marchandises. Pour les hommes puissants, posséder des thralls était un symbole de statut, une démonstration de richesse et de domination. Certaines étaient exhibées, un collier de fer lourd autour du cou, des anneaux qui déformaient leur colonne vertébrale, les marquant comme propriété. D'autres étaient forcées de servir au banquet, humiliées devant des guerriers ivres, tournées en dérision pour amuser l'assemblée. Même dans la mort, leur sort ne leur appartenait pas. Les fouilles archéologiques révèlent des tombes où des femmes esclaves furent étranglées ou poignardées, enterrées aux côtés de leur maîtresse, contraintes de les suivre dans l'au-delà. Leur vie volée, leur mort volée aussi. Mais que se passait-il si une femme résistait? Si elle tentait de fuir? Si elle se défendait? Les sagas répondent par le silence, car la plupart de ces femmes ne survivaient pas pour raconter leur histoire. Les fugitives étaient traquées comme des animaux, battues, torturées, tuées pour servir d'exemple. Un récit parle d'une femme thrall qui empoisonna son maître après des années d'abus. Elle fut découverte, son corps brûlé vif, sa mort tenue non comme justice, mais comme avertissement. La défiance n'était pas du courage, c'était un crime, et pourtant, le supplice n'était pas toujours spectaculaire. Parfois, il était discret, quotidien, écrasant. Les femmes thralls courbaient sur les meules jusqu'à ce que leurs colonnes se brisent, leurs mains écorchées par un travail sans fin, leurs corps affaiblis par la faim, car les maîtres les nourrissaient en dernier. Certaines devaient allaiter les enfants de leurs maîtres tandis que les leurs mouraient de faim, leur propre corps transformé en ressources, vidé de tout choix. Derrière chaque raid viking, derrière chaque festin, derrière chaque soi-disant victoire, il y avait une femme brisée sous des chaînes invisibles. Et la cruauté la plus amère, la plupart de ces femmes ne sont même pas nommées. Les sagas les mentionnent en passant. Pas comme des personnages, pas comme des êtres humains, seulement des ombres, du bruit de fond, des notes de bas de page dans une histoire qui n'était pas la leur. Leur souffrance servait de carburant à la gloire des hommes. Leurs vies effacées de la mémoire, leurs morts indignes de chant. Voilà ce qu'était la guerre pour les femmes vikings. Pas des épées, pas d'honneur, mais l'esclavage, l'humiliation et le silence. Et pourtant, même les femmes qui n'étaient pas esclaves n'étaient pas en sécurité. Car au cœur même de leur communauté, la punition n'était jamais loin. Une insulte, une accusation, et la loi se retournait contre elles. Et les châtiments, ils n'étaient pas seulement brutaux. Ils étaient conçus pour briser l'âme d'une femme. C'est là que nous allons maintenant. La justice viking n'avait rien de juste. Elle reposait sur la peur. Et lorsqu'il s'agissait de femmes, la punition n'était pas seulement douleur. Elle était humiliation. Dans la société viking, les mots pouvaient tuer. Si une femme insultait un homme en public, même en le traitant simplement de lâche, elle pouvait être traînée en justice. Mais voici le piège. L'homme pouvait contre-attaquer, affirmant que son insulte l'avait dévirilisée. Et dans les cas extrêmes, elle pouvait tout perdre. Sa dot confisquée, sa maison saisie, sa réputation détruite. Parfois, elle était flagellée en public, ses cris couverts par les rires. Imaginez vivre dans un monde où une langue trop acérée pouvait vous coûter la vie. Et lorsque les femmes étaient exécutées, leur mort n'était jamais privée. Elles étaient mises en scène. Accusées d'adultère ou de sorcellerie, elles étaient parfois noyées lors de cérémonies publiques. On les liait, on les jetait dans les rivières ou les marais. Si elles flottaient, cela prouvait leur culpabilité. Si elles coulaient, cela prouvait leur innocence. Mais l'innocence ne servait à rien quand on était déjà morte. D'autres fois, les femmes étaient brûlées vives. Leur corps transformé en bûcher, leur mort célébrée comme juste. Les exécutions n'étaient pas des châtiments. C'étaient des spectacles. Les communautés s'y rendaient comme à des fêtes. Enfants aux côtés des anciens, regardant mourir des femmes. Mais toutes les punitions ne finissaient pas par la mort. Certaines visaient à garder la femme en vie et humilier. L'une des méthodes consistait à raser la tête d'une femme. Dans la culture viking, les longs cheveux représentaient la beauté, l'honneur, la féminité. Les coupés revenaient à la marquer de honte.
Certaines étaient exhibées dans les villages, raillées comme femmes déchues. Chaque regard devenait une arme. Chaque murmure, une blessure de plus. D'autres étaient forcées de porter des vêtements masculins, ridiculisées pour avoir franchi les limites de leur rôle. Leur identité même était moquée, dépouillée, inversée. Ces châtiments ne tuaient pas le corps. Ils tuaient l'esprit. Et dans la culture viking, c'était parfois pire que la mort. Puis venait le châtiment qui n'était pas physique, le henny accent aigu. Une femme marquée par le henny accent aigu devenait intouchable. Son honneur effacé. Sa voix réduite au silence à jamais. Les voisins refusaient de lui parler. La famille se détournait. Les marchands coupaient tout commerce. Dans une société où la survie dépendait de la communauté, qui était une exécution lente. Un exil sans exil. Une famine sans chaîne. Et cela ne s'arrêtait pas à elle seule. Ses filles, ses sœurs, sa mère, toutes contaminées par association. Une seule accusation pouvait anéantir tout un foyer de femmes. Et parfois, les châtiments ne venaient pas des tribunaux, mais de la famille. Dans une culture obsédée par l'honneur, ce sont les femmes qui payaient le prix de la fierté masculine. Des filles tuées par leur père, des sœurs assassinées par leurs frères, des épouses massacrées par leurs maris. Tout cela au nom de la restauration de la réputation. La partie la plus dérangeante, ces meurtres n'étaient pas condamnés. Ils étaient célébrés. Les communautés les voyaient comme justes. Une purification de la honte. Un cycle de cruauté déguisé en devoir. Même survivre jusqu'à la vieillesse n'était pas une garantie de sécurité. Oui, les veuves pouvaient hériter de terres. Mais cela les rendait vulnérables. Une femme âgée ayant de l'influence pouvait être accusée de sorcellerie. Ses voisins chuchotant qu'elle avait maudit les champs ou invoqué la famine par sa magie. Et lorsque l'accusation tenait, la punition était la mort. Lapidée par les mêmes personnes avec qui elle avait vécu toute sa vie. Sa dignité effacée dans ces dernières années. Même l'accouchement, ce moment censé donner la vie, pouvait tourner à l'horreur. Les femmes accouchaient dans des conditions misérables, avec pour seul secours des herbes et des prières pour apaiser la douleur. Les complications étaient fréquentes, les décès encore plus. Et lorsqu'une femme mourait en couche, elle n'était pas pleurée comme une personne. Elle devenait une statistique, un sacrifice pour la survie de la lignée familiale. Son nom oublié, sa mort absorbée dans la généalogie, pas dans la mémoire. Et si l'enfant était faible, ou difforme, ou simplement non désiré, il pouvait être abandonné, exposé sur des falaises, laissé dans les forêts, noyé dans les rivières. Une mort silencieuse ordonnée non par des étrangers, mais par la famille elle-même. Et tandis que certains garçons étaient épargnés, les filles étaient plus souvent abandonnées. Car dans l'arithmétique brutale de la survie viking, les filles étaient sacrifiables. Les mères devaient porter ce deuil. Savoir que leurs filles étaient condamnées non par le destin, mais par la culture. La vérité la plus hantante est celle-ci. Souvent, ce n'étaient pas les pillards ni les étrangers qui apportaient la mort. C'était le sang. Les corps des marais découverts en Scandinavie révèlent de jeunes femmes noyées, déposées comme offrande, tuées non par des ennemis, mais par les leurs. Imaginez la trahison. Les visages en qui vous aviez le plus confiance, devenant vos bourreaux. Pour les femmes vikings, la punition prenait 1000 formes, flamme, eau, exil, honte. Mais toutes portaient le même message. Obéis, soumets-toi, endure. Et pourtant, même la mort n'était pas la fin de leur souffrance. Car dans les rituels et les sépultures vikings, les corps des femmes n'étaient pas traités comme sacrés, mais comme des outils. Et dans le prochain chapitre, nous entrerons dans les tombes elles-mêmes, où même dans la mort, les femmes ne pouvaient échapper à la cruauté de leur monde. Pour les femmes vikings, la vie n'était jamais sûre, ni dans le mariage, ni dans la guerre, ni dans la loi. Mais la cruauté ne s'arrêtait pas à la mort. Même la tombe pouvait devenir une autre prison. Les femmes vikings de haut rang étaient parfois enterrées avec des trésors, bijoux, outils, voire des navires. Pour un regard extérieur, cela semble un honneur. Mais pour chaque sépulture somptueuse, d'innombrables tombes racontent une autre histoire. Des os marqués par la malnutrition, des colonnes vertébrales tordues par un labeur sans fin, des mains usées par le broyage du grain. Et puis, les découvertes les plus glaçantes. Des tombes où les femmes n'étaient pas enterrées en paix, mais violemment. Des corps portant des coups de couteau, des crânes percés de clous, des rituels destinés à clouer leurs esprits au sol. D'autres n'étaient même pas volontaires dans la mort. Des esclaves, étranglés ou poignardés pour accompagner leur maîtresse dans l'au-delà. Imaginez être condamné à mourir non pas pour ce que vous aviez fait, mais pour qui vous serviez. Les enterrements vikings en navire sont légendaires, de grands vaisseaux transportant des guerriers vers l'éternité. Mais certains de ces navires transportaient aussi des femmes. Pas des reines, pas des épouses honorées, mais des captives. Les archéologues ont découvert des restes féminins portant des signes de mort violente à l'intérieur de tombes navires. Des femmes sacrifiées, leur vie volée pour glorifier le voyage d'hommes puissants. Pas de chant pour elles, pas de saga, seulement le silence. Les dieux nordiques eux-mêmes renforçaient cette brutalité. Prenez Freyja, la déesse de l'amour et de la fertilité. Dans les mythes,
Elle est raillée pour sa prétendue promiscuité, humiliée dans des vers chantés par des dieux masculins. Si même la femme divine était ridiculisée, quelle chance restait-il mortelle? Et lors des fêtes religieuses, les femmes devenaient souvent des sacrifices. Au grand banquet appelé Blot, des esclaves et captives pour la plupart des femmes étaient massacrés pour apaiser les dieux. Leur sang répandu sur les autels, leurs corps jetés dans les marécages, des meurtres déguisés en dévotion, de la cruauté enveloppée de rituels. Même le langage portait la violence. Les insultes, dans la culture viking, visaient souvent la chasteté d'une femme. La traiter d'infidèle, l'accuser de sorcellerie. C'était suffisant pour la détruire. Une saga raconte un homme accusant une femme d'avoir couché avec un esclave. La légitimité de ses enfants remise en question. L'honneur de sa famille entaché. Tout cela à cause d'un seul mot. Dans la société viking, les mots n'étaient pas que des insultes. C'étaient des bourreaux. Les hommes morts au combat étaient conduits au Valhalla célébrés, immortalisés dans les champs. Mais les femmes mortes en couche, dans l'esclavage ou sous la punition, à peine mentionnées, effacées de la mémoire, des générations entières réduites au silence parce que leur mort n'était pas jugée digne. Les vendettas de sang entraînaient aussi les femmes dans la destruction. Lorsque des clans rivaux s'affrontaient et que les cibles masculines manquaient, les femmes devenaient les substituts. Mères, filles, sœurs, massacrées pour équilibrer les comptes de la vengeance. Et quand les querelles reprenaient, les épouses tisseuses de paix, mariées pour sceller des alliances, étaient souvent les premières à mourir. Massacrées lors des banquets, leur sang scellant une paix qui ne durait jamais. Leur rôle n'était pas de vivre, mais de mourir pour l'orgueil des hommes. Même dans la vie quotidienne, le poids de la violence écrasait. Les femmes géraient les fermes et les foyers tandis que les hommes pillaient. Leur corps portait les cicatrices du labeur, colonnes endommagées, articulations arthritiques, os marqués par la faim. Quand la famine frappait, ce sont souvent les femmes qui mouraient les premières, nourrissant enfants et hommes avant elles-mêmes. Le sacrifice n'était pas un choix, c'était une attente. Et dans les hivers désespérés, certaines familles vendaient leurs filles comme esclaves juste pour survivre. Un cycle de souffrance transmis de mère en fille. Ce qui tenait lieu de médecine apportait souvent plus de douleur. Pour soigner l'infertilité, on disait aux femmes de manger des organes d'animaux crus. Pour les troubles menstruels, certaines devaient s'allonger nues sur la terre froide ou boire des potions mêlées de cendres. La superstition transformait les femmes en expériences. Leur souffrance amplifiée par des remèdes pires que les maux. Et pourtant, il y eut des étincelles de résistance. Des femmes qui maudissaient leurs oppresseurs au tribunal, qui tramaient des fuites, qui maniaient poison ou larmes pour venger leurs tourments. Les sagas en gardent la mémoire de quelques-unes, des femmes qui contournaient les règles, manipulaient les mariages, murmuraient des mots qui changeaient le destin des hommes. Mais ces histoires sont rares, des exceptions, et presque toujours, elles finissaient en tragédie. Pour chaque acte de défiance retenu, d'innombrables femmes anonymes disparaissaient, réduites au silence avant que leur voix n'atteigne les sagas. Car dans le monde viking, la punition n'était pas cachée. C'était du théâtre. Les communautés se rassemblaient lorsque des femmes étaient noyées, flagellées ou brûlées. Les enfants se tenaient aux côtés de leurs parents, regardant l'agonie comme un festival. Chaque cri devenait une leçon, un avertissement gravé dans la mémoire. Obéis, soumets-toi, endure. Et si la punition n'emportait pas vite, les éléments achevaient le travail. Des femmes attachées à des poteaux, laissées dans les vents glacés jusqu'à ce que leur corps cède. D'autres immergées dans des eaux gelées, jusqu'à ce que l'hypothermie vole leur dernier souffle. Même la nature elle-même était transformée en arme. Telle était la vie des femmes vikings. Une vie où le mariage était une transaction, où l'amour était un luxe, où l'accouchement était un pari, où religion, loi et famille s'unissaient pour les maintenir enchaînées. Un monde où même la mort n'apportait pas de délivrance. Car qu'elle soit vivante, punie ou enterrée, le corps des femmes ne leur appartenait jamais. Voix basse, chuchotée. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de la gloire des Vikings, de héros voguant vers la légende, souvenez-vous des voix absentes de ce récit. Les femmes troquées comme du bétail, les mères forcées d'abandonner leurs filles, les esclaves enterrées vivantes. Leurs histoires ne furent pas chantées, leurs noms ne furent pas gravés, mais leur silence résonne encore à travers l'histoire.